Avez-vous déjà vu ça, vous autres, une fleur marcher? Non, hein? C'est vrai. Les fleurs ne marchent pas. Elles courent. Ouais. Elles courent sur place. Il y en a qui disent qu'elles valsent. Mais en réalité, elles tournent. Elles pivotent. Elles pivoinent. Elles pivotent bien ancrées dans la terre. Elles cherchent toujours la lumière. Elles poussent, elles poussent, elles poussent vers. Ça, c'est clair. Elles suivent la trajectoire du soleil. Dans un champ de fleurs, elles doivent être les plus fortes, les plus grandes, les plus colorées, les plus belles de toutes. Parce que dans un champ de fleurs où elles sont des milliers de fleurs semblables, pour garder le pétale orgueilleux, ben, il ne faut pas qu'elles fanent. Non, c'est pour ça que les fleurs ne flânent pas. Elles courent. Nous autres aussi, on court. On court vite à part de ça. On court après le temps. Tout le temps. On ne peut pas se permettre d'être somnolent. Il y en a qui disent que c'est ça qui nous rend contents, pareil. Non. Aujourd'hui, il faut être actuel. Actuellement, il faut être en avance sur notre temps, à seconde d'avant. Avoir la fibre optique avec Wi-Fi, haute vitesse. Être capable d'être visionnaire. Prévoir les prévisions avant même qu'elles soient prévisionnées. Inventer les inventions avant même qu'elles soient inventionnées. Sinon, on va passer à côté de quelque chose. Je le sais. Je suis le même, moi, avec. À quoi pensez-vous qu'ils servent nos petits téléphones intelligents? À nous rendre plus brillants? Non. C'est à vaincre le temps. Au cœur archi-chaud de la grande île vallonnée, mieux connue sous le nom de Manhattan, vivait une fleur de nénuphar rose. Une fleur plus petite que les autres, mais dont l'éclat de rose la rendait aussi belle que l'aube. Elle était coquette, odorante et vivace. Elle vivait seule, enfin, presque seule, dans un appartement du 15e étage d'un immeuble à logement situé dans le Lower East Side. Voici comment son histoire a commencé. Par une belle journée d'été, où Central Park regorgeait d'activités, un dénommé Lucien de Noyon rêvassait assis dans la position du lotus. Subitement, son regard s'est porté vers l'au-delà. Oh! Puis, Lola en face de lui. Il a remarqué notre belle petite fleur rose. Elle était là, chétive, dissimulée sous une foule de nénuphars obèses, américains. Elle suffoquait, manquait vraisemblablement de lumière. Elle criait à tue-tête. M'aider, 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 pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? En fait, c'est ce que Lucien a cru comprendre. Il s'est dit qu'il fallait qu'il fasse de quoi, fait qu'il regardait à gauche, il regardait à droite, puis étrangement, il n'a vu personne. Même pas une mouche velue. Qu'un soleil bienveillant qui se mirait à l'éruption cutanée dans l'eau miroir du réservoir. Puis une coupe de nuages pressés qui filaient à toute allure sous un ciel d'éther. Fait qu'il n'a pas craint de se faire prendre en flagrant délit. Il a suivi son pif puis l'odorat de la fleur. Puis,
Il a mis les 2 pieds dans l'eau, Cologne, et il a cueilli cette nymphe de la nature. Il l'a rapportée chez lui, où il l'a déposée dans un joli bocal qui repose sur une fenêtre à carreaux. Très feng shui. Depuis ce temps-là, la fleur partage son univers avec un vieux gobi peu bavard. Tellement peu bavard qu'elle était certaine qu'elle avait fait un vœu de silence. Elle l'a donc surnommé Gobi-moine Kenobi. Lucien, lui, a surnommé sa fleur Victoria, comme dans Victoire contre la nature, parce qu'il était certain qu'il avait donné une deuxième chance à cette petite fleur frêle, à cette petite perle belle. Dis-moi où tu restes et dans quel type de logement tu habites, puis moi dire qui tu es. De changer comme ça de niche écologique a amené Victoria à changer complètement la perception de son environnement et de son univers. Comme elle avait pu à se battre pour sa survie, ben, elle pratiquait la philosophie zen. C'est-à-dire qu'elle passait ses journées à regarder le temps passé. Puis sinon, ben, elle se laissait dorloter par son généreux bienfaiteur. Chaque jour, il lui racontait des histoires ou ben, il lui disait des petits mots doux, du genre coton, peluche, poil de chat. Ça, c'est des mots doux. Puis sinon, ben, il lui racontait sa vie. On replonge en 1965. Les parents de Lucien étaient normands. Ben, son père s'appelait Normand de Moyon, puis sa mère, Normande de Poyon. Les deux venaient de la Normandie. Ben, un jour, un soir ou une nuit, pas trop certain, lorsqu'ils étaient en boisson, fouille-moi pourquoi, ben, ils ont décidé direct de même que l'avenir qui était à venir pour eux se trouvait de l'autre bord. C'est-à-dire dans l'Amérique. Land of the Freaks. Ouais. Même en pleine guerre froide, eux autres, le rêve américain, ils y ont cru. Ça, puis le petit dépliant publicitaire qu'ils ont chacun reçu dans leur boîte à lettres avec la statue de la liberté dessus. Là. Fait qu'ils sont partis en bateau puis ils ont vogué jusqu'à l'autre bord. Mais traverser l'océan sur un paquebot de marchandises qui doit d'abord passer par l'Inde, la Côte d'Ivoire, l'Australie, le Japon, le Brésil, le Groenland puis Natashquan, c'est long, longtemps. Mettons qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Moi, ce qui est positif, ça leur a permis de se connaître. Au complet. Tout nu. Pas de dentelle, pas de dentier. Mais ça n'a pas été long, paf! Normande est tombée enceinte. Avec un deuxième cœur et un petit poupon qui poussait en dedans d'elle. Ben, à peine arrivé dans l'Amérique, même pas le temps de croquer dans la grosse pomme, le petit vlimeux a commencé à pousser. Puis pas mal fort à part de ça. Il donnait des coups de poing, puis des coups de pied. Normande, elle se contorsionnait de douleur. Un pas en avant, un pas en arrière, une coupe ses côtés. Synchronisé. Comme si changer de continent lui avait donné envie de danser le continental. Elle criait, là, comme une déchaînée, là. Ah! Oh! Hi! Oh! Ah! Hi! Ah! Oh! Ah! Hi! Ah! Elle criait juste. Il y en a comme ça qui accouchent mélodieuses. Par chance pour elle, elle était à la bonne place. En plein Broadway. Coin 42e. Hey! Le bébé est né, la foule qui les observait les a ovationnés, puis les big shots du showbiz qui étaient là ont signé un contrat en or à sa mère.
un premier rôle dans le fantôme de l'opéra. Tu sais, des fois, hein, le hasard, là, être à la bonne place au bon moment. Ben, Tipou est né de même, sur Times Square, à l'heure de son choix. La seule erreur que ses parents ont faite, c'est oublier qu'ils étaient aux États-Unis quand ils ont nommé leur fils adoré Lucien. Lucien de Moyon par-dessus le marché. Hey, il n'y a pas un Américain moyen qui était capable de prononcer son nom comme du monde. Lucien? What? Wolf's dog? Ça n'a pas été long. Après une couple d'années, les gens, la plupart du monde, l'ont appelé Lou. Ben, en fait, tout le monde, sauf ses parents qui tenaient vraiment à lui donner une éducation française. Puis de Moyon, M-O-I-O-N, ben après une couple d'années, le I est comme disparu des registres civils. Fait que Lucien de Moyon est devenu Lou the Moon. The Moon, ça y allait plutôt bien. Parce que même si c'était un gars plutôt terre-à-terre, Lou était aussi pas mal satellitaire. À petite école, en 1973, lorsque son enseignante lui a demandé ce qu'il voulait faire quand il serait plus vieux, il a dit qu'il voulait devenir rêveur. Rêveur. En fait, lui, ce qu'il voulait dire, c'est qu'il voulait être un jour en mesure de se souvenir de ses rêves. Parce qu'il était incapable de se souvenir de ses rêves. Jamais. Puis ça le tracassait. Il était convaincu qu'avec l'âge, il arriverait à trouver une technique quelconque pour se souvenir de ses délires nocturnes. Pour lui, être en mesure de se souvenir l'ombre d'une lueur, d'une parcelle de rêve, c'était comme le plus grand accomplissement qu'il aurait pu jamais réaliser. Mais pour le reste du monde, le monde normal, personne ne comprenait comment on pouvait devenir rêveur. Même son institutrice, une présumée militante pacifiste, qui mangeait de la luzerne, fumait de l'herbe, baisait avec n'importe quel pouilleux dans l'herbe, se faisait pousser le poil de dessus de bois en choucroute, écoutait de la musique psychédélique de poil et était convaincue qu'elle n'allait jamais se faire bouffer la touffe par le système, même si elle venait de se faire engager comme fonctionnaire de l'État. Ben, cette institutrice-là, elle lui a dit que c'était bien beau rêver, que c'était essentiel pour se propulser en avant, pour nourrir des petites discussions, mais ça n'a pas été long que ce petit discours à l'eau patchouli là a été transformé. Comme ça venait d'être possédé par les valeurs à venir véhiculées autour d'elle. Ses mains se sont crispées. Son visage a pris la teinte verte d'un billet de 100 piastres. Ses yeux sont devenus noirs, mais noirs comme le pétrole. De gentille, son institutrice est devenue, disons, politiquement agressive. Avoir des rêves, oui, mais les concrétiser dans la matière. Faire de quoi de ta vie? Qu'est-ce que je vais faire, moi, à ma retraite pour me payer mon botox puis mes lifting? Hein? Qu'est-ce que ça vaut un rêve à la bourse? Rien. C'est incalculable. T'as pas de fonction rêve sur ta petite calculatrice. On peut même pas troquer ça. Un rêve, c'est personnel. C'est privé. On vit dans un monde d'action, mon jeune. Faut vraiment que tu réorientes ton choix de carrière. Si tu veux produire, ben fais quoi de ta vie. Si tu veux fonctionner, ben fais comme moi. Fonctionne. Sinon, ça va finir mal pour toi. Tu vas te droguer, tu vas décrocher, tu n'auras jamais de l'emploi stable, puis sinon, ben, tu vas te faire tirer. Oui, tu vas te faire tirer. Tous les rêveurs finissent par se faire tuer. Pense à Socrate, à Jésus, à Gandhi, à Martin Luther King. I have a dream. Non. Il faut pas rêver. Il faut croire. Believe. Solennel a levé les yeux vers le ciel, a caché un petit soupir rêveur, puis a changé de sujet. Bon, passons maintenant aux mathématiques.